Alors, je voulais prendre un petit temps pour vous présenter les résultats de 2 enquêtes. Parmi d'autres, vous êtes toujours très nombreux à y répondre. J'en profite pour vous dire qu'il y a une enquête en cours en lien avec ce qui a été évoqué ce matin et cette action politique autour de l'accès aux dispositifs, aux différentes modalités de traitement et justement en lien avec ce délai. Et je vous invite vraiment à y répondre parce que c'est des données, alors à côté des témoignages, ce sont des données qu'on utilise auprès des différents interlocuteurs et que c'est nécessaire vraiment pour faire avancer les choses. Les 2 enquêtes que je vais vous présenter sont la première sur l'hypoglycémie et une deuxième enquête autour de données qu'on a moins sur les perceptions du grand public face au diabète. Alors, concernant l'hypoglycémie et même l'hypoglycémie sévère, l'objectif de cette enquête, c'était d'évaluer chez des personnes ayant un diabète de type 1 les connaissances sur la notion d'hypoglycémie sévère et son traitement, l'évaluation sur les échanges avec les professionnels de santé, les vécus en cas de survenue d'hypoglycémie, l'impact et la charge mentale induite par la crainte des hypoglycémies sévères. Donc, c'est une étude qui a été menée en partenariat avec les laboratoires Lilly, qui était via un questionnaire en ligne et qui a été diffusée pendant 1 mois sur nos réseaux sociaux. Attendez, pourquoi ça ne passe pas? Alors, 1001 réponses ont été obtenues, avec 997 qui étaient analysables. Donc, c'est notre cible, donc, et notre communauté, donc majoritairement des proches d'un enfant qui a un diabète, et principalement des parents, mais également 15% d'adultes et 8% d'enfants adolescents qui ont répondu à cette enquête. Juste en termes de caractéristiques, on voit alors pour les proches, c'est l'âge des enfants qui sont représentés, et c'est en corrélation avec les données que je vous ai présentées tout à l'heure, des 65% des enfants qui étaient traités par pompe à insuline et 71% quand c'est les parents qui en parlent, mais parce que ce sont des enfants qui sont plus jeunes. Alors, il y a une vraie question autour de l'hypoglycémie sévère, de quoi on parle quand on dit hypoglycémie sévère. Et donc là, il y avait dans cette question un certain nombre de réponses qui étaient proposées. Et en moyenne, les répondants ont fait 5 propositions. Et ce qui ressort en priorité, c'est la valeur de la glycémie. Donc l'hypoglycémie sévère serait définie par la valeur de la glycémie, l'état de conscience, l'incapacité à se resucrer, le changement de comportement et de façon assez identique, quel que soit le type de répondant, donc adulte, parent ou jeune. Et la réponse pour laquelle on voit une différence est sur le besoin du recours à un tiers, où les adultes et les parents répondent de façon beaucoup plus importante, à 70%, que ça fait partie de la définition de l'hypoglycémie sévère. À la question comment se prend en charge l'hypoglycémie sévère, il y avait plusieurs propositions là encore. Donc la réponse la plus importante, c'est le fait que l'hypoglycémie sévère se prend en charge par la prise de sucre en morceaux de façon systématique. Et là encore, de façon assez équivalente pour les 3 populations. Sur l'hypoglycémie sévère, se prend en charge par la prise d'un aliment sucré facile à avaler, de type confiture miel, là encore systématiquement ou très souvent par la majorité dans l'idée de cette définition de l'hypoglycémie sévère. Quand on propose le traitement de l'hypoglycémie sévère et qu'on demande si c'est pris en charge par l'administration d'un médicament, là, on a des réponses qui ne sont pas tout à fait en adéquation avec la définition, puisque c'est plutôt la réponse, elle est plutôt jamais pour une plus grande partie des enfants et des adolescents, voire des adultes. Les proches qui sont confrontés, c'est eux qui font le traitement, donc ça s'explique. En particulier, les enfants sont plus nombreux à répondre que oui, l'hypoglycémie sévère se prend en charge par l'administration d'un médicament. Alors si oui, quel médicament ?
Le glucagon sous ses différentes formes est cité par 50% des enfants adolescents, 65% des adultes DT1 et 82% des proches de DT1, à savoir, donc je le répète, principalement les parents. Donc quand on ne cite pas le médicament, il y a une variabilité. Par contre, quand on dit derrière, savez-vous que le glucagon est le traitement recommandé dans le cas de survenue d'une hypoglycémie sévère, là on augmente les résultats puisque 99% des proches d'un DT1 répondent par l'affirmatif et 74% des enfants adolescents alors qu'ils étaient que 52% à l'identifier de façon spontanée. Sur le sujet, sur la discussion avec les professionnels de santé, ces données, elles nous aident derrière à évoquer, comme je vous l'ai dit, dans la commission pédagogique, de travailler avec les professionnels de santé, par exemple, sur des sujets en disant il y a une demande qui n'est pas suffisamment abordée. Et donc là, est-ce que le sujet de l'hypoglycémie sévère est abordé avec les professionnels de santé qui vous suivent ou qui suivent votre proche ? Donc la majorité disent oui à chaque consultation, mais on voit qu'il y a quand même un manque et qu'une certaine proportion de la population disent que ce n'est pas abordé ou non suffisamment. Et de façon parallèle, on a un certain nombre de répondants qui souhaiteraient que ce sujet soit plus abordé. On a quand même 30%, entre 20 et 30% des répondants, donc quel que soit leur statut, qui souhaiteraient que ce sujet soit abordé plus régulièrement avec les professionnels de santé. Et si on va un petit peu plus loin, de quelles informations ils ont besoin ? Principalement de parler des conséquences de l'hypoglycémie sévère, ça a été abordé tout à l'heure, on sent que dans les témoignages, c'est quelque chose qui revient, quelle est la suite et les conséquences à moyen ou long terme de la survenue d'une hypoglycémie sévère, et puis comment les éviter. Alors même si on sait aujourd'hui que les dispositifs actuels et les boucles semi-fermées dont on a parlé ont, entre autres, pour objectif d'éviter la survenue de ces hypoglycémies sévères. Concernant tout l'aspect plutôt émotion autour de l'hypoglycémie sévère, on posait la question de quel était le niveau d'inquiétude face au risque d'hypoglycémie sévère. Alors vous voyez sur la première partie de la courbe, donc on s'était sur une échelle entre 0 et 10, et avec donc les trois populations répondantes, qu'il y a une variabilité assez importante, mais on voit quand même que l'inquiétude, elle est beaucoup plus importante chez les proches, donc le plus clair, par rapport aux patients, aux personnes concernées par la maladie et par la survenue. Et donc on peut aussi l'exprimer sous forme de moyenne. Les enfants, les adultes DT1 expriment une inquiétude de 5 sur 10, alors que les proches ont ce niveau d'inquiétude est largement augmenté. Sur cette notion de risque, il est très important, mais on se rend compte à côté de cela qu'il n'est pas toujours abordé, puisqu'il y a quand même 15% et 35%, donc 50% des répondants qui disent que le sujet n'est pas ou jamais abordé ou rarement, et ça fait partie d'un message que l'on peut faire passer de c'est un sujet d'inquiétude, principalement pour les parents, et que c'est un sujet qui doit être abordé et, avec son entourage, mais également avec ses professionnels de santé, et d'inciter aussi ces discussions avec les jeunes qui l'identifient comme un certain besoin. Est-ce que l'hypoglycémie sévère ou la peur de l'hypoglycémie sévère est un frein à la réalisation de projets? Donc, sur la vie professionnelle, on a près de 30% des répondants qui expriment que cette survenue ou la peur de la survenue est un frein à la réalisation de projets personnels. Et un certain nombre évoquent également un frein, alors une vie scolaire ou une vie professionnelle, ou en tout cas un épanouissement ou à une scolarité vraiment, on va dire, oui, épanouissante.
Sur la charge mentale de l'hypoglycémie sévère, alors on a d'abord questionné sur la place qu'occupe le diabète dans le quotidien. On sait qu'elle est importante et l'idée c'était de rapporter la charge de l'hypoglycémie sévère sur cette charge générale occupée par le diabète au quotidien. Donc là encore, comme on l'a vu à plusieurs reprises, hein, on a une population de parents de jeunes enfants hein, qui montre que cette charge mentale, elle est énormément portée par les aidants, par les parents, et qu'elle est évidemment également présente chez les enfants et les adolescents. Les répondants là, enfants-adolescents, ils sont plutôt plus âgés, de même que chez les adultes DT1, mais plus important chez les proches que chez les patients eux-mêmes. Par rapport à cette charge mentale, donc si on revient en arrière, vous voyez que la charge mentale, elle est évaluée entre 7 et 8 sur une échelle de 10. Hein, le fait d'y penser, de le gérer. Quand à l'intérieur de cette charge mentale, on pose la question de la place de la charge en lien avec l'hypoglycémie sévère, eh bien on voit que les moyennes, elles sont plus faibles. Donc oui, il y a une place. Quand on l'évoque comme ça de façon générale, le risque d'hypoglycémie sévère est particulièrement important, mais il est à modérer dans la place et dans tout le reste du quotidien avec le diabète. Et quand on demande le risque, donc il y a la peur de la survenue et puis il y a le risque. On voit que la moyenne dans les différentes populations, elle diminue. Donc il y a une peur qui est très importante, mais quand on regarde, on évalue le risque de la survenue d'une hypoglycémie sévère, eh bien, ces moyennes, elles diminuent de façon assez importante, ce qui permet de relativiser à minima cette donnée. Donc, en synthèse sur cette enquête auquel vous avez répondu, il y a la définition de l'hypoglycémie sévère qui est assez variable d'une population à l'autre, mais évidemment l'adulte qui prend en charge l'hypoglycémie sévère a potentiellement plus les moyens de cette connaissance, mais qui doit aussi travailler avec les jeunes, et on a parfois tendance entre les émotions que renvoie une hypoglycémie assez importante versus une hypoglycémie sévère, induit certainement cette différence de définition. Sur le traitement de l'hypoglycémie sévère, on a une moindre connaissance par les enfants et les adolescents du traitement par glucagon, mais qui est identifié par contre spontanément chez les adultes et les proches. Les échanges avec les professionnels de santé, il y a un vrai sujet à poursuivre sur la nécessité de mieux parler, de plus parler de ce sujet, en particulier sur les conséquences des hypoglycémies sévères, qui reste a priori un sujet pas suffisamment abordé. Sur l'impact de la survenue ou de la peur des hypoglycémies sévères, il y a une inquiétude, on va dire, qui est potentiellement moindre par rapport aux parents, mais un frein à la vie personnelle et professionnelle pour 30%, ce qui est trop et qui reste extrêmement important. Et puis enfin, sur la charge mentale, un poids du diabète et de l'hyposévère qui est prépondérant chez les proches, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais un niveau de risque, en tout cas une place de l'hypoglycémie sévère qui est pas systématiquement associée à la place de la charge mentale liée au diabète de type 1 au quotidien. Donc vraiment, l'idée de cette étude, c'était d'avoir des indications pour continuer, prévoir des programmes d'éducation thérapeutique adaptés pour répondre à ces différents besoins et attentes en lien avec ce sujet. Qui reste important malgré l'évolution des modalités de traitement. La deuxième enquête, c'est autour de la perception du grand public. Et là encore, l'idée, c'est d'avoir des données pour orienter des communications. On sait qu'il existe encore des situations discriminantes trop importantes et que mieux parler des pathologies fait partie d'une modification de l'image et d'une acceptation par les autres de la maladie. Donc cette enquête, c'est un projet qui a été initié par la société Insulette, une enquête qui a été réalisée par l'Ipsos, qui a interrogé 1000 Français âgés de plus de 18 ans, qui est considéré comme représentatif de la population générale. Et il y avait un sous-groupe, je ne vous présenterai pas ces données-là, qui visait des personnes ayant un diabète de type 1.
Alors, il y avait un premier volet de questions sur les connaissances du grand public sur le diabète en général. Et cette enquête montre que si 83% des Français connaissent l'existence d'au moins deux types de diabète, donc le diabète de type 1 et le diabète de type 2, ils ne sont que 30% à pouvoir identifier les différences entre ces deux types de maladies. Et si on regarde un peu plus dans le détail, on a 2% des Français qui pensent qu'il n'existe qu'un seul type de diabète, 46% qu'il n'en existe que deux, à tort, et 34% qu'il en existe au moins trois types. Donc il y a vraiment encore besoin, malgré les différentes communications qui peuvent exister depuis de nombreuses années, encore besoin d'aller en profondeur sur ces sujets. 82% déclarent savoir que le diabète de type 1 et le diabète de type 2 sont les plus représentés, mais 50% ne savent pas expliquer la différence. 66% ne se sentent pas suffisamment informés sur les spécificités de chaque diabète, ce qui est très encourageant, c'est-à-dire que, ok, il manque des connaissances, mais par contre, il y a une envie d'en savoir plus sur cette pathologie, avec quelques variations sur les tranches d'âge. On a donc bien l'identification d'un point commun dans ces diabètes, mais du fait de leurs nombreuses différences, il y a un besoin encore présent de mieux comprendre chacune des maladies pour mieux accompagner. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en face, il y a un grand public qui est réceptif et qui est demandeur de ce type d'informations. Quand on regarde un petit peu plus dans le détail les connaissances du grand public sur le diabète de type 1, on a une connaissance qui est mitigée sur la prévalence et l'âge au diagnostic. En effet, si 55% confirment qu'il y a 300 000 personnes qui ont un diabète de type 1 en France, alors c'est déclaratif, hein, on a seulement 19% des Français pensent que le diabète de type 1 se déclare le plus souvent pendant l'enfance. Et c'est des données qu'on avait déjà repérées au travers d'études dans le cadre de l'Observatoire. On sait que c'est un frein aussi chez les médecins généralistes de cette connaissance de l'âge de déclaration du diabète qui peut entraîner un retard au diagnostic. Donc, il y a encore un besoin d'informer que le diabète de type 1, ça se déclare à tous les âges, mais principalement pendant l'enfance, ce qui permet d'avoir une meilleure connaissance à suivre sur les symptômes et l'urgence au diagnostic. Sur le traitement du diabète de type 1, il y a 74% des répondants, des 1000 personnes qui se positionnent, et 55% seulement affirment que le DT1 nécessite de l'administration d'insuline pluriquotidienne. Donc, on l'a déjà dit plusieurs fois, une augmentation annuelle de l'incidence du diabète de type 1, et ce besoin de connaissances, je répète, indispensable pour améliorer les conditions de diagnostic et les associations, puisque les pouvoirs publics ont du mal à se positionner sur cette thématique, doivent avancer et s'investir également dans cette communication grand public. Sur les représentations du grand public sur l'impact du diabète de type 1, 87% déclarent que les patients diabétiques de type 1 peuvent continuer à pratiquer leurs activités. Pour 79% d'entre eux, que le diabète de type 1 n'est pas un frein à la mise en œuvre de projets perso, qu'ils connaissent mieux leur corps que les personnes qui n'en sont pas atteintes. Donc il y a la notion quand même de cette charge et de la connaissance et de la nécessité de bien connaître, d'écouter ses symptômes, etc. 62% du grand public déclarent que les personnes ayant un diabète de type 1 ne cherchent pas à le cacher, et 94% sont conscients de la nécessité de surveiller le taux de glucose très régulièrement. On a donc un regard, on va dire, assez juste quand même du grand public, en tout cas positif, sur les diabètes de type 1 dans cette enquête, tenant compte de certaines contraintes, mais qui sous-estiment certainement de façon assez importante toute la notion d'anticipation et d'organisation qui est nécessaire dans la mise en œuvre des projets. Concernant le traitement, il y avait quelques questions spécifiques sur la connaissance du matériel. Ils sont plutôt, ces dispositifs, bien identifiés, et donc il était présenté dans le cadre de cette enquête un certain nombre d'images de dispositifs médicaux, et ça avait été aussi évoqué ce matin sur la place de ces modalités qui induisent une certaine reconnaissance. Et donc 81% déclaraient avoir déjà vu
l'un au moins de ces matériels, mais 60% disent connaître parfaitement la fonction d'au moins un de ces dispositifs. Quand on regarde les 3 dispositifs, il y en a très peu qui connaissent donc ces dispositifs, à savoir les stylos, la pompe à insuline et le capteur de glucose. Donc si on va un petit peu dans le détail, stylo à insuline, c'est plutôt plus connu, mais c'est aussi connu au travers du diabète de type 2 dans ce cadre-là. Les capteurs de glucose, 56% affirment en avoir déjà vu, mais moins de la moitié de ces répondants ne savent pas, ou savent, pardon, quelle est son utilisation, donc la moitié aussi ne savent pas. Et sur les pompes à insuline, 55% disent avoir déjà vu porter, mais une grande majorité de ces répondants ne connaissent pas le rôle de ce dispositif. Donc, c'est évidemment partie intégrante et de plus en plus du traitement du diabète de type 1. Ce sont des outils qui sont de plus en plus visibles et on peut aussi imaginer qu'ils peuvent constituer un moyen d'identifier la présence et peut-être possiblement une opportunité pour initier un échange sur leur fonction et le diabète de type 1 en général. Sur les attentes du grand public, et il est important aussi d'avoir connaissance pour faire des campagnes ciblées, des communications ciblées vers ce public. Les sujets qui questionnent, c'est les impacts du diabète de type 1 sur la vie quotidienne, professionnelle, etc. Donc vraiment besoin d'en savoir plus sur ce sujet. La place du diabète de type 1 dans le quotidien, comment ça se gère et quel temps ça prend, la manière dont on gère son traitement, les dispositifs, les aspects psychologiques de la maladie et les complications possibles qui arrivent un petit peu en dessous. Il n'y a pas de différence marquée selon la tranche d'âge. Après, on a les femmes qui sont plus sensibles que les hommes sur l'impact psychologique dans cette étude. Donc voilà pour cette enquête assez récente. On a encore des données à continuer à poursuivre en termes d'analyse, mais en tout cas, c'est des pistes intéressantes pour communiquer et faire évoluer le regard qui reste, hélas, trop souvent trop négatif sur les personnes confrontées au diabète de type 1. Voilà pour cette intervention. Je vous remercie.